Nous en continuons avec la deuxième partie, le chapitre 2, qui porte sur la structuration de l'espace humanitaire. Disons que dans le contexte d'une complexité géopolitique croissante, l'aide humanitaire connaît une institutionnalisation, voire une tentative de récupération sans précédent. Les confusions, les amalgames, l'instrumentalisation de la rhétorique humanitaire est devenue à la fois un instrument de diplomatie et un alibi pour justifier tantôt le refus d'intervenir, tantôt les interventions illégitimes, les actions militaires et autres. La communauté humanitaire se sent de plus en plus dépossédée de son propre objet, manipulé par les États ou les organisations multinationales, qui finalement cherchent à cannibaliser, à vampiriser l'action humanitaire pour des desseins géopolitiques, des desseins de grandes puissances, etc. L'on voit de plus en plus un lien entre l'action diplomatique et l'action humanitaire, sans toutefois prendre en compte les principes humanitaires, qui sont notamment le principe de neutralité, d'humanité, etc. Une opération humanitaire peut soulever des questions cruciales. Faut-il, en sauvant des vies, assurer la survie d'un régime meurtrier, par exemple? Dans quelle mesure une famille n'a-t-elle pas été savamment orchestrée ou manipulée pour attirer l'assistance? Quelle modalité de distribution de l'aide faut-il mettre en œuvre pour éviter son appropriation, son détournement par des autorités locales ou des groupes armés peu recommandables? Donc autant de questions aujourd'hui se posent pour comprendre ce qu'on appelle l'espace humanitaire. Alors, il y a dans cet espace humanitaire d'abord les institutions, avant de parler des personnels. Les institutions humanitaires. Alors, lorsqu'on parle des institutions humanitaires, il y a une kyrielle d'institutions humanitaires. La diversité des acteurs humanitaires aujourd'hui est une évidence. L'espace humanitaire est multiculturel, intergénérationnel, interrelationnel. Pour venir en aide aux bénéficiaires et aux victimes, on voit aujourd'hui les ONG locales, les ONG dites internationales, les églises, les organisations internationales, les agences des Nations Unies, dans certaines situations même des militaires, des bailleurs de fonds, des sociétés privées. Bref, il y a un mélange d'acteurs aux mandats différents. Et ce mélange doit être saisi dans sa complexité, dans sa transversalité. Et il faut arriver à déterminer les compétences et les responsabilités de chaque intervenant, tout en respectant les spécificités locales de chaque crise. Parce que chaque crise est toujours spécifique. Il n'y a pas à généraliser. Chaque crise est spécifique. Parce que chaque crise s'inscrit dans une sorte de trajectoire historique. Il y a des facteurs, des vecteurs de conflit. Il y a des éléments amplificateurs de la crise humanitaire qui sont spécifiques au lieu où la crise se déroule, aux parties prenantes, etc. Donc il faut prendre en compte cette idée de la spécificité de chaque crise humanitaire. Donc il y a un déploiement sans précédent aujourd'hui des acteurs humanitaires sur plusieurs terrains, etc. On peut faire une longue liste d'organisations humanitaires. Il y a la famille des Nations Unies déjà, où on trouve de structures qui interviennent, comme le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. On peut citer des organisations comme le HCR, des organisations comme l'UNICEF, l'OMS, le Programme alimentaire mondial. Il y a également des organisations qui sont pendant le système des Nations Unies, mais qui sont des acteurs majeurs de l'action humanitaire, comme d'abord le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui s'articule sur les Croix-Rouges nationales, des ONG comme Action contre la faim, etc., etc. Bref, il y a une kyrielle d'organisations, d'institutions qui s'entrecroisent sur le terrain.
La diversité des acteurs, la spécificité des problèmes à traiter et par ailleurs la modestie des moyens qui sont alloués à l'action humanitaire nous amène à poser la question des difficultés à gérer chaque situation humanitaire. Car chaque situation humanitaire a ses défis et ses enjeux. Comme je l'ai indiqué, les défis sont parfois spécifiques. Et il se pose donc des besoins de coordination, malgré des velléités de standardisation, des besoins de coordination, de développement de techniques adaptées, de respect des normes pour que l'action humanitaire soit efficace. Il y a aussi, je pense qu'aujourd'hui, le développement de bonnes pratiques qui sont normées, codifiées dans un certain nombre de documents ou de manuels comme le manuel Sphère. Alors, à cette diversité des acteurs humanitaires, on pourrait également parler de la sociologie de ces acteurs humanitaires. Qu'est-ce qu'un acteur humanitaire? Se pose souvent la question, existe-t-il un humanitaire d'État? Pour certains, non. Il n'y a pas d'humanitaire d'État. Puisque l'État a ses intérêts, l'État n'a pas la neutralité requise, etc. Donc on ne peut pas parler d'humanitaire d'État. Parce que l'État n'est pas là pour le désintéressement, l'impartialité, l'humanisme, qui sont des attributs essentiels de l'action humanitaire. Pour d'autres, au contraire, l'action humanitaire est devenue l'un des outils de la politique extérieure des États. C'est le premier échelon d'une réponse aux crises. Presque tous les États aujourd'hui disposent d'une infrastructure administrative en matière humanitaire, qui dépendent soit d'un ministère, soit d'une agence, soit etc. À côté des dispositifs civils, la protection civile, les pompiers, etc., l'aide humanitaire de type étatique se développe essentiellement au sein des armées, s'appuyant sur la formidable logistique militaire et directement liée au pouvoir de coercition des États. Mais que l'on considère donc l'existence ou non du concept humanitaire, toujours est-il que nous observons sur le terrain la présence d'acteurs de l'État qui sont investis des rôles humanitaires, notamment l'armée, la sécurité civile et certaines institutions ad hoc qui existent et qui ont pour mission d'intervenir en cas de catastrophe ou en cas de crise humanitaire. Certes, il y a fort à parier qu'il y a une politisation de tout ça, mais enfin, les motifs humanitaires sont de plus en plus invoqués par les États lors de leurs interventions. Dès lors, il devient essentiel d'analyser les nouvelles relations entre l'humanitaire d'État et l'humanitaire privé. Quelles sont les corrélations, les antagonismes, les difficultés, les articulations de ces deux? Alors, je dirais, le premier piège de l'humanitaire d'État, c'est la militarisation de l'assistance humanitaire. Ça, c'est le premier piège. Et en même temps, le premier problème que l'on doit mettre en débat. En effet, on constate que l'humanitaire d'État se construit presque exclusivement sur les capacités logistiques des armées. Or, la gestion par les armées des conséquences humanitaires des crises, notamment les réfugiés, les populations déplacées, peut rapidement transformer les questions humanitaires en enjeux militaires. Il y a donc rapidement le passage de l'humanitaire au militaire et souvent vice-versa. Une autre dérive que l'on peut identifier autour de la construction de cette humanitaire d'État, c'est la doctrine du traitement politique des crises. En effet, il y a beaucoup plus de traitement médiatique, de manière franchement simple et utile d'intervenir dans l'urgence, plutôt que de faire la prévention. Parce que l'État a les moyens, les capacités de faire la prévention, de faire la préparation aux crises pour éviter notamment les catastrophes naturelles. Lorsque les populations sont implantées dans une zone où l'on sait très bien qu'il peut y avoir éboulement de terrain, il peut y avoir, etc., etc. Lorsque les populations sont exposées aux aléas naturels et qu'on ne les a pas préparées, lorsqu'éventuellement viennent des pluies, on voit avec les écoulements des eaux, etc., on se retrouve dans des situations qui sont des situations que l'État était appelé à gérer avant que la crise vienne.
Mais l'État préfère plutôt jouer aux sapeurs-pompiers lorsque la crise est déjà là. Et de manière médiatique, l'on voit très bien que les victimes des catastrophes naturelles, que sont les populations les plus pauvres, celles qui sont obligées de cultiver et de vivre dans les zones souvent non constructibles et les zones les plus exposées. Vouloir agir dans l'urgence sans s'interroger sur les racines des vulnérabilités de ces populations nous conduit souvent à une impasse. Parce que c'est une question politique au fond. Pourquoi ne pas avoir fait ce qui était nécessaire pour éviter que la crise devienne une crise humanitaire? Il y a là donc un vrai problème, un vrai débat sur lequel il faut voir quelles sont les politiques qui doivent être menées pour prévenir les situations de catastrophe. Pareil pour les conflits. Le conflit est l'aboutissement des problèmes qui auraient pu trouver des solutions par des moyens pacifiques. La négociation, la médiation, la saisine des juridictions s'il le faut, etc. C'est parce que les États n'ont pas fait parfois ce qu'il faut, par le dialogue politique, par l'organisation peut-être des élections, que bien souvent, ces situations politiques débouchent sur des conflits et on aboutit aux crises humanitaires. Et alors l'État revient derrière en sapeur-pompier en disant « je fais l'humanitaire d'État ». Troisième risque qui apparaît dans cette alliance humanitaire politique, c'est qu'il faut éviter que l'humanitaire devienne un instrument de politique étrangère. En devenant un instrument de politique étrangère, l'action humanitaire va être soumise à des impératifs prioritaires de l'État. Et par voie de conséquence, cette action humanitaire se détourne de sa finalité première, comme je l'ai indiqué, à savoir sauver des vies et protéger les populations contre les conséquences de la crise. Donc, sur cette question d'humanitaire d'État, il y a un débat qu'il faut mener et qu'il faut récuser les a priori, pour dire finalement que l'action humanitaire se fonde sur un certain nombre de principes que l'État n'est pas toujours prêt à respecter ou à remplir. Voilà le débat qu'il y a en termes de sociologie des acteurs en ce qui concerne l'action humanitaire. Venons-en au personnel humanitaire. Nous avons parlé des institutions, parlons du personnel. Alors, en ce qui concerne le personnel, la question en débat, c'est d'abord la question des carrières humanitaires. Aujourd'hui, l'action humanitaire est une activité professionnelle. Mais elle n'est pas une activité professionnelle comme les autres. Parce que c'est une activité professionnelle qui est ancrée sur un certain nombre de principes. Des principes qui exigent de la part de ceux qui s'impliquent dans l'action humanitaire un savoir-faire professionnel. En d'autres termes, aujourd'hui, l'action humanitaire n'emploie pas des saints. L'action humanitaire n'a pas besoin des saints. L'action humanitaire a besoin des professionnels de santé, des professionnels de l'assainissement, des professionnels de l'éducation, des professionnels de la gestion de projet, des professionnels de la logistique, etc., etc. Parce que ce dont on a besoin, c'est l'efficacité. C'est de faire beaucoup avec le peu de moyens que l'on va trouver, avec le peu de financement disponible aujourd'hui. C'est le contexte dans lequel s'exerce aujourd'hui l'action humanitaire. Il faut donc sortir de la logique de béatification des acteurs humanitaires. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin d'hommes extraordinaires. On a besoin des professionnels. Extraordinaires, certes, peut-être dans le sens de la générosité, de l'engagement, du cœur. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une professionnalisation de l'action humanitaire pour sortir de la routine des actions fabriquées à l'emporte-pièce qui bien souvent nuisent aux victimes de la crise humanitaire, que leur apportent quelque chose de bénéfique. Dans le contexte de la violence et de l'insécurité qui caractérise aujourd'hui l'action humanitaire, il faut faire très attention. Il y a des règles, il y a des normes. Il faut donc, dans la pratique, articuler la référence au droit international avec plusieurs droits nationaux. D'abord, le droit du siège de l'organisation humanitaire, qui est le droit dans lequel l'organisation est, mais qui l'encadre, qui l'impacte. Mais aussi le droit du pays où se déroule, du territoire où se déroule l'opération de secours, mais également le droit des victimes,
une nouvelle branche du droit en émergence qui en elle-même a posé un certain nombre de principes au profit des victimes. Parce que le droit des victimes doit aujourd'hui intégrer l'action humanitaire. Quelles que soient leurs intentions généreuses ou louables, les organisations humanitaires doivent donc pouvoir rendre des comptes sur leur action. Et c'est pour ces raisons-là que des codes de conduite ont été adoptés. Et ce sont ces codes de conduite qui vont encadrer les pratiques professionnelles et le comportement des personnels humanitaires. Mais les organisations humanitaires ne doivent pas oublier également la sécurité des personnels humanitaires. C'est une question très importante. Parce que sans la sécurité des personnes humanitaires, rien ne se fera. La sécurité de l'action humanitaire intègre aujourd'hui les enjeux de protection des populations, de protection des acteurs humanitaires et des biens humanitaires. La population et les acteurs de l'aide sont maintenant pris à partie dans les conflits. On voit qu'il y a des morts, il y a des gens qui sont ciblés, etc., y compris les enfants, les femmes, etc. Et donc c'est un débat important, la question de la sécurité des acteurs humanitaires, parce que cette question, elle ne doit pas être négligée. Les personnels humanitaires doivent faire attention, et nous reviendrons là-dessus, doivent faire attention lors de leur déploiement à respecter un certain nombre de normes de sécurité, et une convention des Nations Unies peut leur être applicable par élargissement. Et il est important de télécharger cette convention et de la lire. Enfin, comme je l'ai indiqué, la question des victimes. Les victimes qui sont en même temps les bénéficiaires de l'aide humanitaire. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui, on doit prendre en compte la dignité humaine des victimes. L'action humanitaire doit prendre en compte les droits de l'homme des victimes. Parce que les droits de l'homme ne sont pas des bonnes intentions, mais des règles que doivent également respecter les acteurs humanitaires lors du déploiement des missions humanitaires. Il est très important d'y faire référence. La dignité humaine, la dignité du corps humain, protéger l'intégrité corporelle, lutter contre les maladies, les épidémies, c'est l'action humanitaire. Mais cette action ne doit pas oublier que le corps, il y a une forme de sacralité du corps, il y a une forme de dignité humaine qui est inhérente à toute personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles vit la personne, quelle que soit sa situation anthropologique ou géographique. Il est donc important de savoir que le sujet des droits est finalement devenu un objet de soin. Devenu victime, le sujet est d'abord un corps vivant ou un survivant, même s'il reçoit des soutiens psychologiques des hommes. Donc l'action humanitaire doit tenir compte de ces paramètres éthiques et ne saurait se déployer sans tenir compte des droits de l'homme. Voilà les éléments essentiels que je voudrais vous exposer dans ce deuxième chapitre sur les questions de fondement et de légitimation de l'action humanitaire. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec la deuxième partie sur l'opérationnalisation difficile de l'action humanitaire.